Et puis dans cette quête de l'alimentation un peu parfaite, je découvre le vinaigre de cidre qui a eu un impact considérable dans ma vie. Moi, le but, c'était que jamais on s'en serve en cuisine. Il fallait complètement rompre avec cette Ouais. idée que le vinaigre de cidre, Ouais. c'est un produit pour faire la C'est vinaigrette. On était un produit lifestyle, il fallait marketer à mort, c'est pour le boire, c'est pour le boire. Et en fait, on arrive au lancement octobre 2020, Covid. Parce qu'on est juste comme on est, vrai, brut, comme le vinaigre. Et du coup, je pense qu'il y a un lien aussi qui s'est créé et on a beaucoup de chance. Pas parce que tu n'as pas de réseau, que tu connais personne, que tu peux pas, comme Raibeb et Fatia, arriver à une popularité, une notoriété comme ils ont aujourd'hui. Et j'avais peur de perdre pied et de me dire, ok, mais en fait, je peux pas être cette nana qui a une boîte à succès. Bonjour Marina. Salut Déborah. Merci d'être venue jusqu'à Grenoble aujourd'hui. Tu es partie de ta capitale. Je suis trop contente, moi ça me dépayse, tu vois. On va parler un petit peu de ton parcours, mais surtout de ce que tu as co-conçu, Archi, comme on le voit aujourd'hui. On va parler d'entrepreneuriat, de prise de conscience, de santé aussi. Puisque pour ceux qui me connaissent, ils savent que par rapport à mon parcours santé, par rapport à Média Santé, on parle toujours de ça. Les entrepreneurs aussi ont des problèmes de santé et tu en es l'illustration, justement, on va en parler. Comment tu es venu de créer un produit en lien avec la santé naturelle? C'est quoi ton parcours? C'est quoi cette prise de conscience? Raconte-nous tout. Bah, comme tu dis, comme pas mal d'entrepreneurs qui changent de voie, c'est que j'ai rencontré des problèmes de santé où j'ai commencé à faire attention à tout ce que j'ingérais. En fait, quand j'ai arrêté la pilule, je me suis retrouvée avec un corps que je ne comprenais plus du tout. Je me suis retrouvée avec, à mes 25 ans à développer une acné, mais vraiment très forte, des problèmes digestifs super importants. Et en fait, je montais dans l'échelle des traitements allopathiques qu'on m'administrait et on me disait non mais l'alimentation n'a aucun rapport avec ça, etc. Et à un moment, arrivé à un certain stade, un certain traitement qu'on voulait m'administrer, je me suis dit, j'ai pas arrêté de prendre la pilule pour prendre des choses qui ont potentiellement des effets négatifs bien pires. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais commencer, moi, vu que les médicaments, tu les ingères, j'étais juste partie de ce postulat de base en me disant, l'alimentation n'a aucun impact, mais pourtant, je vais ingérer des médicaments qui potentiellement pourraient me soigner de ça. Donc, tout ce que j'ingère peut avoir un impact, en fait, finalement. Donc, je vais faire attention. Et puis, je vais voir comment mon corps réagit. Ça nécessite beaucoup plus de temps que de prendre un traitement médicamenteux. Et Dieu sait que quand tu as des problèmes d'acné, tout ce que tu as envie, c'est de retrouver une peau nette. Et quand tu as des problèmes digestifs, tu as juste envie d'aller bien immédiatement. Mais j'ai pris mon mal en patience en me disant, ok, je vais essayer de faire attention. Parce que fatalement, il y avait des aliments que je consommais qui ne me faisaient pas du bien. Et ça, je le voyais déjà, tu vois. Et donc, je me suis dit, ok, je vais commencer ce petit travail-là et faire attention à ce que je mets dans mon corps. Partant aussi du postulat où il existe des régions dans le monde où l'acné n'existe tout simplement pas, qui ont une alimentation très différente, donc j'ai commencé à regarder un petit peu tout ça. Et puis dans cette quête de l'alimentation un peu parfaite, je découvre le vinaigre de cidre qui a eu un impact considérable dans ma vie. Et pour te la faire courte, après je relis les points et je me rends compte qu'on ne le connaît pas, le vinaigre de cidre, comme un aliment, en tout cas en France, comme un super aliment. Alors c'est un peu anecdotique, il y a quelques grands-mères, etc. Mais oui, mais j'ai déjà entendu parler que le vinaigre de cidre, ça faisait du bien, mais on ne sait pas trop en fait. Enfin, je te parle de ça il y a encore 4 ans. C'était des trucs que tu as dans des revues féminines, des petits articles qui parlent des bienfaits du vinaigre de cidre, mais comme on parlerait du citron, tu vois. Et en fait, c'est exactement ça, c'est à l'image du citron. Exactement. Et en fait, il y a un monde vraiment autour du vinaigre de cidre, et c'est ce que j'avais envie de dépoussiérer en lançant Archi. Du coup, avant de venir à ton parcours pro, le vinaigre de cidre, tu l'utilisais comment au quotidien? Moi, je le prenais en 2 temps, en fait, en interne et en externe. Et c'était dans ce fameux livre de grand-mère que j'ai découvert. En fait, c'est ça la vraie histoire, c'est que mon père, vu que je m'intéressais vraiment beaucoup à tout ce que je mangeais, me dit ça peut peut-être t'intéresser, ou ma grand-mère avait surligné notamment des bienfaits à base de vinaigre de cidre. Truc très simple, problème d'eczéma, c'était pas d'acné, une compresse imbibée d'eau, problème de peau, une compresse imbibée d'eau, quelques gouttes de vinaigre de cidre passées sur les peaux à problème, et puis problème digestif, une cuillère à soupe diluée dans l'eau, voilà. Après le repas, il était indiqué. Et donc j'ai commencé à le prendre comme ça, en interne et en externe. Et transformation radicale en l'espace de 3 jours et problème digestif de façon instantanée. Et c'est là où il y a eu l'effet waouh, tu vois. C'est que mon impatience pour la première fois, elle a été assouvie. Je ne sais pas trop comment dire, mais ça a été vraiment l'ingrédient de ma vie. On a aussi en commun Marion Kaplan, et on la salue si elle nous regarde aujourd'hui. Kousmine disait justement, ton corps est vraiment ton temple.
n'y fait pas entrer n'importe quoi, notamment l'alimentation et aussi l'énergie toxique mentale. Mais pour rester sur l'alimentation, c'est vraiment ça. C'est cette société qui évolue, c'est tous ces produits transformés qu'on ingère de plus en plus, qui créent des intolérances. C'est vrai que des petits remèdes tout bêtes qui vont avoir un impact énorme. Toi, cet aliment, maintenant, tu le recommandes. On va parler aussi de tout l'aspect professionnel que tu as fait autour. Est-ce que tu avais entendu à l'époque des personnes qui te parlaient du vinaigre de cidre ou c'est vraiment que des petites choses comme ça que tu as pu trouver sur le web? Non, c'est vraiment des choses que j'ai trouvées sur Internet. C'est qu'en fait, pourtant, je suis originaire de Normandie. Mon oncle a toujours fait son cidre, mon grand-père faisait son cidre, j'ai grandi dans les pommiers. Mais le vinaigre de cidre, j'en avais jamais entendu vraiment parler. Pour la santé, quoi. Pour la santé, tu vois. Et je me dis, mais enfin, on est parti à ce point, à des années-lumière, de le voir comme un ingrédient santé, alors que même j'avais l'impression de baigner dedans. Donc si potentiellement moi, qui étais au plus proche, j'en avais pas entendu parler, je me dis que encore moins les citadins, etc., savaient tout ce que ça pouvait procurer. Donc non, ça a vraiment été en commençant à m'intéresser sur le sujet que j'ai découvert un monde, alors que, encore une fois, le cidre, ça faisait partie de ma vie. Tu vois. Est-ce qu'il y a des contre-indications et est-ce que des personnes qui prennent des traitements? J'essaie de rentrer un peu dans les détails parce que c'est ce que un peu les internautes veulent savoir. Oui. Alors, il y a tout ce qui est problème gastrique sévère, il vaut mieux ne pas en prendre. Voilà, pour moi, c'est les principaux, c'est la pathologie qui fait que du coup, tu ne vas pas ramener de l'acidité si tu as déjà des problèmes d'acidité. En revanche, des problèmes d'émail dentaire aussi très très sensibles, il faut le boire dilué avec une paille, mais autrement, il n'y a pas de contre-indication, c'est bon pour tout le monde. Et tu ne risques pas la mort en prenant du vinaigre de cidre si c'est pas fait pour toi, tu vas simplement le sentir dès la première prise que ça te fait pas du bien et vaut mieux ne pas continuer. Mais rares sont les personnes pour qui c'est pas adapté quand même. On est proche du citron, c'est ce que disait tout à l'heure. Il y a une histoire aussi d'acido-basique, on va pas rentrer forcément dans les détails, on n'est pas des experts de la santé, mais c'est vrai que cette régulation, toi c'était pour le système digestif, en usage externe aussi. Ce qui m'a plu dans ton histoire quand je t'ai découverte à travers le web, c'est que tu as vécu cette histoire-là, tu l'as transformée en une carrière, un produit, une profession aussi. On va parler d'Archi. Souvent, on doit te dire, mais tiens, tu as inventé cette histoire, c'est bien, c'est trop tendance en 2023. J'imagine que non. Non, il n'y a rien d'inventé. Limite, j'aurais préféré ne pas les vivre, ces problèmes-là. Mais non, c'est bien mon histoire. Ça a été un cheminement qui a pris du temps. Et avant de me dire, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, je suis déjà tombée amoureuse du produit. Et jamais, j'étais à des années-lumière d'imaginer que quand ça m'a transformée, que j'allais faire un business autour de ça, tu vois. Vraiment, c'était pas ma voie. Tes problématiques de santé datent de quand ? Quand tu découvres 2017. En fait, j'étais dans une carrière professionnelle au même moment. Tu vois, tu parlais de la charge mentale, du psychologique, en même temps que les problèmes qu'on somatise aussi. J'étais à un point de ma vie où ces problèmes sont arrivés à un moment de ma carrière professionnelle où vraiment je ressentais que je n'étais pas à ma place, en fait. La prise de conscience avec un aliment, donc là le vinaigre de cidre, ton changement de vie aussi qui fait que voilà, il y a des choses qui permutent. Et la naissance justement d'Archi, 2020, si je ne me trompe pas. Comment ça s'est passé? Ça a été quoi ton quotidien? J'imagine qu'on ne se réveille pas un matin en disant « bon, je vais sortir un produit, je vais le commercialiser, je vais trouver quelqu'un qui va m'accompagner ». Comment ça s'est passé? Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Il faut savoir qu'entre le moment où je me suis dit « oh mon Dieu, je vais monter une boîte autour du vinaigre de cidre » et là où Archi est sorti de terre, il s'est passé 1 an. En fait, j'étais dans un point, donc, comme je te disais, de ma carrière où je ne me sentais pas alignée, où je me suis dit, ok, il faut que je me trouve, parce que clairement, j'ai fait des études, j'ai atteint un poste qui rend fier papa-maman, avec un bon statut social, un bon salaire, mais qui ne me correspond pas. Et partant de ce constat-là, je me suis dit, ok, je vais prendre du temps pour moi. Je n'ai pas fait de césure, j'ai construit une ligne droite jusqu'à l'arrivée entre mes études et le travail que j'occupais. Et donc, je me dis, je vais prendre du temps pour moi, je vais prendre 1 an, je vais partir, et puis je vais faire le tour du monde, et puis je vais essayer de voir qui je suis, en fait. Et je vivais à l'époque avec une personne qui était un ancien professionnel de santé, qui s'était lancé dans l'entrepreneuriat, et qui était absolument passionné, qui ne gagnait pas une thune, mais qui avait un projet qu'il portait. Donc, j'avais cette vision, je savais ce qu'était l'entrepreneuriat en interne, en fait. Et donc, je pars pour ce fameux périple, pour cette année qui est devant moi.
Et en fait, c'est là où je commence un peu à relier les points. Ça a duré une semaine, hein, mon périple. J'ai commencé dans les montagnes en Suisse. Avant de partir, le but, c'était d'aller en Mongolie, Nouvelle-Zélande. Mais le point de départ, c'était les montagnes suisses où j'ai passé beaucoup de mes vacances parce que ma famille, du côté maternel, était originaire de là-bas. C'est là-bas que tout s'est un peu aligné. Je me dis, ok, en fait, tout le monde me parle du vinaigre de cidre parce que j'en avais pris pour moi et puis j'en avais fait prendre à mon papa, à ma maman, mon père qui était diabétique, enfin qui est toujours diabétique, ma maman qui a une leucémie, qui est sous antibiotiques à vie, donc avec un transit perturbé. Et les deux avaient commencé à me dire, c'est fou, depuis que j'en prends, ça va beaucoup mieux. Et puis ça s'était propagé comme ça. Et donc tout le monde me parlait tout le temps du vinaigre de cidre en me posant des questions. Moi, j'y connaissais pas grand-chose. Et en fait, c'est en partant là-bas que je me suis dit, oh waouh, en fait, ce tour du monde, c'est pas un tour du monde que je vais faire, c'est un tour de moi-même en me lançant dans l'entrepreneuriat. Et là-bas, je rencontre une femme, ancienne architecte, qui avait tout plaqué pour lancer du jus de gingembre. Le truc s'aligne, je suis de Normandie, il y a des filières à revaloriser, il y a un produit, tu vois, c'est un espèce de truc où, ok, je vais rentrer, je vais lancer ma boîte en fait. Et ça s'est fait comme ça. Les prises de conscience, ça passe par la santé, ou alors quand tu parles de je vais investiguer, je vais faire une recherche sur moi et finalement il y a des signes, il y a des petites choses qui viennent nous faire sens dans le parcours. Forcément, tu t'as testé sur toi, tu as fait tester autour de toi, mais d'arriver à commercialiser et d'évangéliser, j'ai envie de dire, ou de convaincre les gens, parce que c'est toujours le problème dans les produits alimentaires, c'est qu'on voit ça comme un aliment miracle et les gens maintenant ont toujours tendance à dire oui, mais bon, quand même, il y a déjà un produit qui existe. Bien sûr. Donc, explique-nous un peu les étapes. Donc, tu étais dans le parcours dans le monde, j'ai envie de dire, et comment tu as construit? Tu as démarré par quoi? Déjà, j'ai démarré par cette idée qui était simple. Je me suis dit, ok, je veux que tout le monde consomme du vinaigre de cidre, boive du vinaigre de cidre, sache que ça se boit. Et je me suis dit, quel est le problème? Quelle est la barrière de pourquoi on s'est affranchi du vinaigre de cidre? C'est qu'il y a énormément d'a priori de goût et d'odeur. Donc on a cherché des aliments qui étaient meilleurs au goût, on a cherché des produits exotiques, alors qu'on s'est éloigné de ce qui était pour moi, enfin ce qui est le premier médicament du monde. Et je me suis dit, très bien, je vais me mettre en tête de faire des boissons à base de vinaigre de cidre, avec un cahier des charges très strict pour qu'on garde les bienfaits du vinaigre de cidre, mais comme ça va plaire à tout le monde et allons-y. Donc je me mets en tête de développer des boissons. Je suis incubée dans un incubateur à Lille, spécialisé dans l'alimentaire. J'obtiens des subventions pour travailler avec un labo pour créer ces boissons. Cahier des charges très strict, donc ça prend énormément de temps. Surtout les aliments. Ouais. Et je savais exactement ce que je voulais pour garder l'intégrité de la mer, pour garder l'aspect vivant, pour le microbiote, etc. Et puis, le projet se déroulant, je me dis, en fait, je vais m'adresser à un marché qui est énorme, le marché des boissons, et qui va me coûter une blinde que je n'ai pas à mettre. Et puis, c'est complètement... pardon, mais c'est casse-gueule quand même de partir sur ce marché-là. Et je me dis aussi de mettre en avant le vinaigre de cidre, alors que personne ne connaît le vinaigre de cidre, et il y aura toujours ces a priori-là. Donc, essayons d'éduquer, entre guillemets, sur les bienfaits du vinaigre de cidre avec le produit brut. Donc, je fais marche arrière. Je me dis, ça me coûtera moins cher à sortir. Et puis, je me mets en tête de donner les informations que les gens n'avaient pas pour commencer par l'étape 1, refaire tomber en amour les gens avec ce produit qu'on a oublié. Et je lance le vinaigre de cidre brut. Je me mets en tête de faire ça. Et puis arrive dans l'aventure, du coup, mon associé. Et on commence à commercialiser après, 1 an plus tard, en octobre 2020. Donc j'imagine que quand vous commencez à commercialiser, il n'y a pas que de la réussite, il y a aussi des remises en question, des échecs, vous réajustez le produit, vous attendez les retours de la communauté qui est en train de grandir, j'imagine. En fait, ouais, tu vois, moi, le but, c'était que jamais on s'en serve en cuisine. Il fallait complètement rompre avec cette idée que le vinaigre de cidre, c'est un produit pour faire la vinaigrette. On était un produit lifestyle, il fallait marketer à mort, c'est pour le boire, c'est pour le boire. Et en fait, on arrive au lancement octobre 2020, Covid. Qu'est-ce qui reste ouvert? Les commerces de bouche. On se dit, ok, on doit se mettre sur les réseaux sociaux et faire notre nid, hein, donc ça va prendre un peu de temps. Mais on a cette opportunité qui est dingue, c'est qu'on a un produit alimentaire qui est validé par des chefs, parce que mon associé était allé le faire goûter à des chefs, parce qu'il adore la gastronomie, qui n'est pas du tout mon monde, qui disait, mais ce produit est exceptionnel d'un point de vue gustatif. Et du coup, on a développé en parallèle les épiceries fines, ce qui n'était pas prévu au départ. Et on a développé donc le canal B2C où on éduquait, entre guillemets, nos clients sur le compte Instagram, etc.
et le B2B, où on vendait un vinaigre de cidre très qualitatif, reconnu pour son goût, et où on parlait des bienfaits santé, pour la première fois autour d'un vinaigre de cidre. Et c'est comme ça qu'on a un peu réajusté ce qu'on s'était dit initialement, c'était de surfer sur cette opportunité que nous offrait le Covid, parce qu'il y en a eu. Oui. Et il n'y a pas eu que des négatifs, il y a eu aussi beaucoup de positifs. Ouais, j'aime bien voir le verre à moitié plein. Aussi. 2020, 2021, 2022, jusqu'à 2023, qu'est-ce qui se passe un peu dans la chronologie? Au départ, donc je te dis, on commence à développer énormément le réseau d'épicerie fine. Puis le canal Instagram, les influenceurs, la presse fait que notre communauté Instagram sur les réseaux sociaux grandit. Et puis la balance s'équilibre jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on ait majoritairement les ventes de notre archi qui se passe sur le vinaigre de cidre, qui se passe sur notre site, pardon. On commence avec une gamme de produits avec des infusions, avec de l'argile, parce que le but c'était de faire explorer le vinaigre de cidre sur toutes les autres facettes que la partie culinaire. Un usage qu'on n'a pas l'habitude. Exactement. Sur l'argile, j'aurais jamais imaginé. Ah mais pourtant c'est exceptionnel. Et c'était voilà, essayer de dire, tu peux prendre une bouteille, évidemment tu peux t'en servir pour la cuisine, mais ça tu le sais. On est là pour t'amener à le tester sur ton visage, à le tester sur tes cheveux et surtout à le boire, parce qu'il a énormément de bienfaits. Et parlons des bienfaits, entourons-nous de professionnels de santé qui peuvent se faire la voix de choses qu'on ne peut pas dire en tant que marque. Et moi je suis pas médecin, et donc voilà, donc on commence à faire ça, ça prend. Et on fait une levée de fonds. On commence à intégrer des personnes dans notre équipe. Et donc là, l'équipe arrive et moi, je me dis, bah, ok, en fait, on a cette possibilité que mon histoire, potentiellement, elle puisse résonner chez d'autres personnes. Donc je vais l'incarner, cette histoire. Et donc je commence ce qu'on appelle aujourd'hui le personal branding et à commencer à parler d'Archi sur mes réseaux sociaux propres et à devenir aussi un nouveau canal d'acquisition pour la marque, à essayer de faire une sorte de petit média aussi, interroger des professionnels de santé, toujours en lien direct ou indirect avec le vinaigre de cidre, mais qui ont une affinité pour la marque. Et puis c'est comme ça que l'histoire continue d'avancer. Tu parles du personal branding. Maintenant, Archi qui est ici est assez connu. On peut toujours être plus connu, bien sûr. Bien sûr, ouais. Est-ce que, selon toi, c'est ton histoire de santé qui a fait que? Est-ce que c'est la promotion autour de ça avec les vertus? Est-ce que c'est les gens qui se sont reconnus parce qu'ils ont des problématiques de santé? Ouais. J'imagine que c'est un mélange de tout, mais c'est quoi ton ressenti? Puis certains qui voudraient lancer des produits dans l'alimentaire. Ouais. Pour moi, il y a une chose, c'est l'authenticité. L'authenticité du produit, parce qu'il y a une qualité qui est dingue. Archi, c'est pas un produit marketing. Alors effectivement, c'est une très jolie bouteille, etc. Parce que c'était super important qu'on ait une bouteille dont les clients soient fiers d'avoir au quotidien. Parce que je pense que ça passe aussi par là pour prendre une routine. Tu dois être content d'utiliser, donc vraiment le packaging est important. Mais surtout, c'est une qualité de produit qui est exceptionnelle. On est le plus récompensé d'Europe parce que c'est qu'une histoire de rencontre avec des producteurs qui font les choses vraiment bien, qui font des produits qu'on n'a pas l'habitude de trouver même en magasin bio, tu vois, qui sont vraiment... et ça, c'était ma force, c'est d'avoir J'ai toujours été un peu chiante au niveau du cahier des charges et ça m'a permis de me mettre sur la route de personnes qu'on ne voit jamais, qui sont des petits producteurs qui font les choses bien, qui ne savent pas valoriser leurs produits parce qu'ils passent tout leur temps dans les terres avec les bêtes, bêtes qui enrichissent les vergers parce qu'on ne travaille qu'avec des producteurs en agroécologie, en full bio, qui font du bio par conviction et pas par opportunisme marketing. Ça, je le dis beaucoup parce que c'est super important. Qualité de produit, authentique. On ne bullshit pas les gens. Quand tu prends de l'Archi, tu vois vraiment la différence par rapport à un vinaigre traditionnel. Et puis, authenticité sur mon histoire aussi. Je n'ai pas fait une école de commerce, je n'ai pas les codes. Des fois, je suis en roue libre. Mais ça prend, ça parle et les gens ils s'identifient aussi parce qu'on est juste comme on est, vrai, brut, comme le vinaigre. Et du coup, je pense qu'il y a un lien aussi qui s'est créé et on a beaucoup de chance avec les clients. Et c'est comme ça que l'histoire a fait on a compris que c'était pas juste une idée business comme ça, sortie de nulle part, parce qu'il y avait une opportunité de marché. Mais c'est ce qui fait sens de plus en plus. En tout cas, la crise sanitaire, ce qu'on a vécu, a renforcé encore plus de la véracité, l'authenticité. Je trouve que ça, c'est hyper important. Et tu précises les études. Alors, j'ai rien contre les gens qui font des grandes études. Bien sûr, au contraire, j'aurais adoré, moi aussi, faire des grosses écoles de commerce, etc.
pas citer les noms, mais c'est ça qui est d'autant plus chouette. Tu vois, on parlait en off aussi de Raibed. Moi, je suis impressionnée avec Fatia, ce qu'ils ont fait. Ils viennent du peuple comme nous. Ouais. Ils disent, bah voilà, j'ai lancé ça. Et on les voit au devant de la scène. Ça peut être Anthony avec Feed aussi. Enfin, moi, je trouve ça génial que dans les années, allez, on va dire 2020-2023, on puisse dire, j'ai une idée, j'ai une histoire de vie et je vais le partager en fait au reste du monde. Et ça va faire sens. Et le canal est réel, donc ça passe beaucoup plus facilement. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, quand tu montes dans le milieu entrepreneurial, tu te rends bien compte qu'on est une très 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 faible partie, déjà à ne pas être parisien de base, à ne pas avoir fait les mêmes écoles, etc. Et je ne dis pas que ceux qui l'ont fait n'ont pas des vraies histoires à raconter. Je dis simplement que c'est assez anecdotique dans ce monde-là, quand tu arrives à un certain niveau, je dirais, On est de sur développement. du 80-20. Ouais, forcément. même pas. Ouais, Même pas. ouais. Je pense que. Et plus je me rends compte. Enfin, ouais, c'est même pas 80-20, je pense. Ouais, on sera un peu en dessous. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se soutenir. Ouais. C'est aussi notre but ici. Il y a plein de réseaux, je vois. En plus, on est tous là pour s'entraider, faire phosphorer, partager des idées. On a tous besoin les uns les autres, hein, forcément. Absolument. Et de se rendre l'appareil aussi, parce que moi, j'ai été aussi tirée vers le haut par ces fameuses personnes qui ont fait des écoles de commerce à Paris, etc., et qui ont été vraiment d'un soutien. Et du coup, voilà, c'est rendre l'appareil et inspirer les gens à se dire, écoute, c'est pas parce que tu n'as pas de réseau, que tu connais personne, que tu peux pas, comme Raibeb et Fatia, arriver à une popularité, une notoriété comme ils ont aujourd'hui. Parce que tout est possible, quoi, si tu as le produit dans les tripes. C'est exactement, tout est possible. Et puis c'est aussi la communauté qui va aller partager, faire des retours. On a vraiment cette chance-là. Il y a plein de personnes qui nous demandent, qui me demandent, mettre à mon compte, c'est compliqué, quel que soit le domaine, hein, que ce soit une start-up ou une simple entreprise. Je pense que 2023, on a vraiment l'opportunité maintenant de se lancer. On a plein d'aides avec des gros guillemets. Toi, tu t'es lancé, tu n'as pas vraiment réfléchi. C'est ce qui me fait sens aussi dans ton parcours, parce que moi, c'était vital hein, de mettre à mon compte. Je ne pouvais pas rester dans un job salarié qui n'ait pas de sens, ou en plus, je ne pouvais pas être au bureau tous les jours, etc. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un jeune entrepreneur qui doute de se lancer aujourd'hui en 2023 ? Je pense que, comme tu dis, on a cette chance aujourd'hui de pouvoir le faire, d'avoir des modèles aussi qui l'ont fait. Donc se rattacher à ces modèles qui font sens pour toi et ne pas hésiter à les contacter. On a cette chance d'avoir LinkedIn, d'avoir les réseaux sociaux et les gens ont envie d'aider. Donc ne pas hésiter à solliciter les personnes qui te font rêver parce qu'ils vont vite être dans ton écosystème. Et donc prendre l'avance, va les contacter. J'adore cette idée aussi d'être son média sans permission. De pouvoir faire du contenu, de pouvoir toucher les gens sans qu'on vienne te chercher, qu'il y ait des grands médias publics qui viennent te chercher. Donc ça, c'est cool, tu as cette opportunité de le faire. J'en suis surconvaincue, quand tu as ton produit, que tu en parles avec les tripes, les choses, elles s'alignent, que tu le veuilles ou non, quand tu as ta vision, les choses, elles arrivent à toi. Donc de trust le process parce que vraiment, c'est... Il y a des choses à chaque fois, je pense que ça t'a fait ça aussi en disant mais c'est pas possible d'y croire. Et en fait, même si ça fait pas la réussite que tu veux ou le chiffre que tu veux, en fait toi déjà tu te réalises et en fait c'est comme un accouchement. Tu dis c'est aligné, c'est là, c'est ce que je veux faire. Peut-être que dans 10 ans tu feras autre chose, peut-être que ça aura grandi. Enfin voilà, il n'y a jamais de mauvais sens, tout est synchronicité, hein. On en parlait dans une précédente interview. J'ai vu aussi que tu es passé chez Mercedes. Ouais, super, incroyable. Donc comment ça s'est passé ? Ils t'ont proposé ? C'est toi qui as proposé ? Non, j'ai postulé. En fait, donc chez Mercedes, c'est un programme d'entrepreneuriat féminin où tu es accompagné par une mentor sur une problématique business que tu identifies à un moment de ton développement. Moi, clairement, donc c'était 1 an et demi après avoir lancé Archi, la boîte avait du succès. Je ne vais pas dire malgré moi, mais moi, je n'ai jamais vu les choses très, très, très grandes. Je m'étais juste dit, il faut que je touche les gens, mais je ne savais pas que ça allait prendre autant. Et j'avais peur de perdre pied et de me dire, ok, mais en fait, je ne peux pas être cette nana qui a une boîte à succès. Et donc j'avais postulé à Sheez en me disant en fait ma problématique elle est là, c'est que ma boîte elle grandit, j'ai peur de me perdre, j'ai peur de faire entrer des investisseurs et perdre cette authenticité, que je suis une nana qui a plein d'émotions, etc. Ça fait de moi une mauvaise chef d'entreprise, je suis pas faite pour être là et je doutais énormément. Et ce programme m'a donné une confiance en moi dingue. J'ai rencontré Cathy Closier qui est la fondatrice des restaurants Season,
qui est une hypersensible, mais une femme d'affaires extraordinaire, et qui m'a vraiment permis de me rendre compte que en fait, c'est cette authenticité et cette sensibilité qui faisait ma force. Et ce programme a changé complètement ma façon de me voir et m'a aussi ouvert des opportunités, des rencontres qui sont absolument incroyables. Donc je suis super reconnaissante de ce programme. Ouais. Ce qu'on dit à chaque fois, c'est les petites rencontres, Absolument. les opportunités, les gestes. Ça peut être un commentaire, ça peut être une mise en relation, ça peut être un coup de fil, ça peut être juste viens, j'ai une entrée. C'est juste ça qui est énorme. Et je pense que les entrepreneurs qui réussissent maintenant, qui viennent de grandes écoles ou pas, en fin de compte, c'est un détail, c'est vraiment ce partage-là. Et c'est ce que j'ai aimé en écoutant ton parcours et le produit. Comment tu vois Archie, ou en tout cas le développement de ta société, ou toi, ton développement professionnel, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans? C'est quoi que tu as envie? On verra, hein, on fera le bilan, pour le coup on ne peut pas savoir. Mais c'est quoi ton intention, ton impulsion? Moi, mon intention, c'est de toucher, et ce sera toujours la même, je pense, toute ma vie. Je pense que j'ai trouvé le why de ma vie, c'est d'amener les gens à se faire du bien naturellement. Je pense qu'on le partage quand même pas mal. Et de toucher des personnes, par exemple, avec le vinaigre de cidre, qui ne seraient jamais venues au vinaigre de cidre, et qui sont des personnes qui ne sont pas forcément des citadins, qui ont accès à cette information, et de propulser le message encore plus loin pour que les gens se fassent du bien de façon naturelle et qu'ils sachent, qu'ils arrivent à comprendre que chaque geste que tu fais, chaque épice que tu mets, chaque truc a un impact considérable sur ta santé. Et que j'arrive à me faire le relais de cette information-là avec le vinaigre de cidre, avec d'autres produits qu'on va déployer autour. Et que ce soit prêt à l'emploi, facile, pour faciliter au maximum l'entrée dans le quotidien des gens. Et encore une fois, des gens qui aujourd'hui n'ont pas ces réflexes que nous, on a, citadins qui avons une certaine appétence pour les produits de santé. Tu souhaites un chiffre d'affaires? Est-ce que tu t'es fixé, ou pour toi, tout est OK? Toujours plus, hein. Oui. Toujours plus. Après, moi, je ne suis pas drivée par l'argent. Alors effectivement, j'ai envie de ma sécurité financière, j'ai envie de partir en vacances au bout du monde sans me poser de questions, comme tout le monde. Mais non, moi, en fait, je sais qu'avec tous les millions du monde, si j'ai l'impression de ne pas avoir eu d'impact ou d'avoir un impact éphémère, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux dire, les deux iront de pair, en fait. Oui. Hein. Je pense que si on a atteint l'équilibre se fera entre les deux. Parce que souvent, les entrepreneurs, les startups disent, voilà, je veux faire une levée de tant de millions d'euros, etc. D'ailleurs, on précise que c'est pas parce qu'on lève 1 million qu'on va gagner 1 million. Absolument, et que le chiffre d'affaires ne veut rien dire aussi. Hein. C'est comme pour les entreprises. Oui, mais tu as fait 200K. Oui, mais je n'ai pas gagné 200K. Exactement. Voilà, c'est bien de rétablir ce mythe, parce que, et encore dans l'univers startup, encore plus, c'est un peu comme qui a la plus grosse. On compare notre chiffre d'affaires, mais en fait, ça ne veut rien dire, les gars. Genre, le chiffre d'affaires ne veut rien dire. Ça montre une certaine attractivité pour ta marque. Ok, c'est cool, il y a un marché. Mais qu'est-ce que tu en fais? Et donc, c'est de développer une boîte, mais de le faire intelligemment. C'est tout l'enjeu d'une boîte en hypercroissance comme la nôtre, parce qu'on peut aussi mourir en très bonne santé. Si je te dis que dans 5-10 ans, quelqu'un te rachète Archie, tu hésites, tu y vas c'est difficile comme question, mais... Qui est cette personne? C'est tout ça. Et est-ce qu'il va avoir ces valeurs-là? Qu'est-ce qu'il va en faire de cette marque? Et c'est la volonté aussi de moi de... Je sais qu'on peut faire un copycat. Archie, demain, pourrait ne plus exister si quelqu'un arrive sur le marché et propose un produit, un vinaigre de cidre, machin, prend plus ou moins le même branding que nous. Mais je me dis, moi, ce qui va me rester, c'est ma personne à moi. D'où l'intérêt aussi du personal branding, c'est que, en fait, si demain j'ai le couteau sous la gorge et qu'on doit me racheter la boîte et que c'est une question de vie ou de mort ou quoi, je sais que la communauté que j'ai bâtie autour de moi, elle pourra être là avec moi et je pourrai recréer quelque chose pour continuer cette mission. Donc, dans un monde idéal, si demain on me rachète la boîte, c'est un acteur qui comprend l'intérêt d'avoir un produit vraiment qualitatif et de faire du bien à la filière pour faire beaucoup d'argent, tu vois. Qui soit drivé par ces valeurs-là, en se disant, ok, je sais que les financiers ou les gens qui rachètent des boîtes, c'est pas simplement par altruisme, hein, donc qui se rendent compte de cette valeur que ça représente de faire de l'authentique et du brut, qui est aussi une valeur monétaire. En revanche, si c'est juste des personnes qui veulent développer la marque, propulser le truc et en faire un truc big commerce, mais en foutant tout en l'air, bah non, je préfère pas, quoi. Puis j'ai envie de dire, je pense que les gens, la communauté, les personnes qui te suivent maintenant depuis quelques années,
Si cette direction change, le produit ne se vendra pas pareil. Absolument. Dans l'énergie. On le voit dans plein de services, même nous dans le web, même si le produit reste en lui-même, le service de qualité n'est pas le même, la réactivité n'est pas la même, etc. etc. Mais si tu te projettes, aujourd'hui il n'y a pas Archi. Tu te verrais dans quoi? Alors peut-être pas dans un monde de salariés, je pense. Non, c'est fini maintenant. Quand tu commences à être entrepreneur, malheureusement, avec toutes les merdes que tu te prends, tu as quand même envie de continuer. Donc, c'est ça, on est un peu maso quand même, mais on aime notre liberté. Ouais, malgré tout. Non, je pense que je suis profondément entrepreneur. Je ne suis pas chef d'entreprise, je suis entrepreneur. C'est vraiment toute la différence. Moi, je suis assez alignée, je te disais, sur mon why, donc je repartirai dans du produit. Ça, c'est une certitude, un produit qui fait du bien. Et je garderai ce canal de communication parce que j'adore le faire, être en contact direct avec les gens et soutenir que, en fait, si tu me suis, c'est que je te promets qu'il n'y a pas de bullshit derrière. Le jour où j'arrête de faire de la communication sur Archi, c'est que je suis plus alignée, en fait. Les gens vont le voir tout de suite. Et voilà, donc continuer à être moi un vecteur, même si ce n'est pas pour ma marque, parce que ça prend du temps de monter une entreprise, continuer d'être un vecteur de « Ok, j'ai testé, tu peux y aller » et essayer de toucher encore une fois davantage de personnes. Donc, la rencontre ou le mentor ou la rencontre improvisée qui restera gravée. Alors, une, c'est toujours difficile, mais une ou deux... Première rencontre, c'est mon premier producteur, c'est Philippe et Marie-Claire qui sont à la retraite aujourd'hui. Ça a été ma première rencontre, qui m'ont vu débarquer avec ma Toyota dans leur champ en se disant « Qu'est-ce qu'elle vient foutre ?» Alors je les avais eu au téléphone en me disant « Est-ce que vous faites du cidre? Est-ce que vous faites du vinaigre? J'aimerais vous rencontrer. » Moi, je ne voulais pas tomber sur des personnes qui avaient un grand domaine, qui avaient l'habitude. Tu vois, je voulais vraiment des vrais producteurs. Ouais. Voilà. Ceux qu'on ne voit pas. Ceux qui sont, je te dis, habités par leur travail quotidien et qui du coup ne savent pas valoriser, ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont de l'or entre les mains. Et donc c'est cette rencontre-là, avec ces producteurs initialement, qui a fixé la qualité gustative que je voulais pour Archi. Parce que moi je voulais que ce soit dans un bocage, préservé de zones industrielles, commerciales, des vergers aux tiges. Enfin tu vois, j'avais ce truc, mais j'avais pas vraiment identifier ce qui était un vrai vinaigre de cidre de qualité. Ils ont fixé mon goût, ils ont fixé aussi le rayonnement. Aujourd'hui, il y a 7 producteurs et c'est cette rencontre-là qui a tout fait basculer en fait. Donc ouais, ça c'est le point de départ. Et puis après, dans le business, pour m'aider, ce sont ma coach que j'ai business qui m'aide aussi au quotidien émotionnellement. Évidemment, je te parlais de Cathy. Et puis des grands patrons aussi qui m'ont pris sous leur aile. Où je me dis, mais c'est forcément, tu vois, d'extérieur, c'est forcément des personnes qui sont juste drivées par la thune et tout. Et en fait, tu te rends compte que les grandes boîtes comme, il va pas aimer que je le cite, mais je le cite de plus en plus souvent parce que c'est un soutien absolument quotidien. C'est Serge d'American Vintage, qui est le DG d'American Vintage, qui est une personne exceptionnelle et qui a tout changé aussi dans ma façon de me voir et dans ma façon de prendre confiance dans l'avenir. C'est des rencontres incroyables. Et grâce à ces rencontres, qu'est-ce que tu donnerais comme mot-clé aux entrepreneurs qui nous verraient? Qu'est-ce qui fait sens? Ton quotidien aussi, on sait que l'entrepreneur est libre, mais il ne fait pas 35 heures, hein, clairement. Ce serait quoi les mots qui viendraient? Rencontre déjà, hein, parce que c'est ça le point de départ. Parce que moi, d'arriver à ce niveau d'alignement, ça n'a été permis que par ces rencontres. Donc ne jamais négliger le temps que tu vas passer à rencontrer des gens pour parler de ton produit, donc dans un enjeu business, mais pas toujours être drivé par ça. Fais des rencontres comme ça, et c'est très compliqué à faire quand tu n'es pas dans ce mindset-là. Et puis donne aussi pour recevoir, parce que ça ne marche pas tout seul. C'est pas ok, je suis hyper connu, etc. Tous pourront témoigner qu'ils explosent maintenant, mais ça fait 5-6 ans qu'ils bossent dessus. Bien sûr. Et c'est moi qui vais dire ça, mais sois pas impatient. Quand tu fais un événement, que tu rencontres, n'y va pas en se disant « il y a cette personne, je vais la toucher ». Non, t'ouvres, tu le prends. Il y a des personnes, je ne savais même pas qu'ils étaient influents. On a juste lié énormément. Et après, il y a une belle surprise qui s'est passée des mois après. Donc, si tu as une équipe, toi, en tant que fondateur, en tant que président, tu as cette chance, c'est si c'est vraiment ton produit, si c'est vraiment ce que tu es vraiment aligné avec ce que tu as créé, tu as un truc que toutes les personnes que tu vas recruter n'auront pas, c'est que tu as l'âme de cette boîte. Et c'est à toi de la diffuser, de la propager. Et c'est toi qui vas lier des partenariats que jamais
tes salariés ne pourront faire. Et c'est ton devoir en tant que fondateur. Alors j'ai de la chance, moi j'ai une équipe derrière, j'ai mon associé qui gère beaucoup d'opérationnels, etc. Mais ça a été une vraie force business et c'est ce que j'encourage tous les fondateurs à faire, c'est de prendre ce temps pour former l'équipe et rayonner à l'extérieur. Beaucoup de rencontres. Toute ton histoire qui entre en commun, c'est toi, évidemment, que tu es une agence, que tu sois freelance. Alors freelance, forcément, mais quand tu es une agence, en fait, souvent les clients, quel que soit le domaine, alors moi c'est dans la prestation web, mais ils viennent pour toi. Ouais, voilà. Exactement. Et en fait, pas qu'ils s'en foutent de l'équipe, ils veulent des gens compétents, mais ils te font confiance. Avant de clore notre interview, si tu voyais la Marina de 10 ans, 15 ans, une quinzaine d'années, tu lui dirais quoi aujourd'hui en 2023 ? C'est si cliché, mais fais confiance, mais t'as pas idée de ce qui t'attend, ma grande. Et vois grand, et ose voir grand. Parce que vraiment, et fais des vision boards très tôt. Parce que les choses, elles se sont passées d'une façon encore plus extraordinaire que ce que j'aurais jamais imaginé. Tu sais, il y avait une émission qui s'appelait Star à domicile, tu vois. Oui. Tu te souviens ? Je me souviens très bien. Et je crois qu'il y avait Laurie, quand j'étais petite, qui avait dit « faut croire en ses rêves », tu vois. Et il n'y a pas longtemps, j'étais en train de me laver et je me dis « oh putain, ouais, c'est ça en fait ». Tu vois, Laurie avait raison. Laurie avait raison, mais c'est pas une phrase que de Miss France ou de chanteuse de 15 ans. Il y a vraiment un truc de quand tu crois fondamentalement dans les choses, elles finissent par arriver. La force de la loi de l'attraction, on n'y croit pas, mais fatalement. Du mental aussi. Ouais, bien sûr. J'ai fait des vision boards, force est de constater que tout est arrivé. Ouais. Vraiment. Et donc de les faire très tôt et de pas se restreindre en se disant mais non, mais je vais pas écrire ce chiffre d'affaires, je vais jamais y arriver, je vais pas mettre ma tête à côté de cette nana, je peux pas la rencontrer, c'est comme si c'était Beyoncé. Bah si en fait. Ça, cette vision-là, elle est vachement intéressante parce que dans l'entrepreneuriat, je vois beaucoup de personnes, Alexis, Tribu Indé, le fait bien, cette vision à 1 an, court terme, on va dire, 5 ans, 10 ans, et ça a l'air tout bête, tu dis non mais attends, c'est bon, j'ai rien à écrire. Et en fait, même au bout de tant d'années, c'est les petites actions que tu vas mettre et qui vont se projeter. Tu vois, j'ai envie de réaliser tel chiffre, j'ai envie de rencontrer 10 personnes influentes dans ce domaine de la start-up, par exemple. J'ai envie de créer mon propre produit et je vois si ça marche ou pas. C'est vrai que ça a l'air tout bête. Moi, je le recommande à chaque fois. Les clients, je leur dis, mais votre vision de la société et de votre site web, du coup, dans 5 ans, vous en pensez quoi ? Vous allez investir quand ? Comment ? Et c'est vrai qu'ils se retrouvent un peu bêtes, parce qu'on n'y pense pas. Mais c'est clair. Et plus tu as une image précise de ce que tu veux, plus tu as de chances que ça arrive exactement, voire mieux que ce que tu avais imaginé. Genre, quand tu dis rencontrer 10 personnes influentes, mets ta tête au milieu de ces 10-là, tu vois. Et tu vois, un truc très con, moi, avant que l'équipe se renforce et qu'on ait notre responsable logistique, la logistique, c'était horrible pour moi. L'approvisionnement, est-ce qu'on va avoir suffisamment de cidre pour transformer en vinaigre ? Est-ce que ça va prendre du temps ? C'était ma hantise. Dans le vision board, j'ai mis des tonnes de cuves remplies, tu vois, pour me dire ça va arriver. J'en aurai à foison à un moment donné et j'aurais plus cette peur de manquer, tu vois. Et ça a fini par arriver. Donc, tu vois, c'est même des trucs, toutes tes craintes, genre mets l'inverse, pose-le en photo, regarde-le de temps en temps, et puis ça arrive, quoi. La magie fait que tu mets en place plein de petites actions, tu t'en rends même pas compte, qui arrivent à tes objectifs. Et ça fait de pair avec ma question sur la petite Marina, le petit enfant qu'on a au fond de nous et qui se dit mais non, je pourrais jamais accéder à ça, à mes rêves, à changer de pays, à créer un produit, à rencontrer telle personne parce qu'on idéalise. Et très souvent, tu te retrouves à table avec cette personne quelques années après. Donc, c'est la magie de la vie. Je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as envie de transmettre un coup de gueule, une envie, un coup de cœur non, mais aujourd'hui, le plus gros mot que j'ai, c'est d'oser. Parce que, encore une fois, je l'ai dit, cette anecdote souvent, c'est mon père, à chaque fois qu'il me voit à la télé ou dans les médias ou un truc comme ça, il me dit « et dire que tu avais peur d'acheter du pain à la boulangerie, quoi ». Et c'est juste de se faire violence parce que, encore une fois, les seules limites qu'on se met, c'est celles qu'on se met nous-mêmes. Il n'y a rien qui peut t'arriver, même si tu te plantes, tout le monde s'en fout, ça passe. Et prendre la place sans permission, c'est vraiment un beau cadeau que tu te fais et que tu fais aux autres aussi potentiellement. Donc, go.
Bah, merci pour ce partage à la fois professionnel mais aussi intime parce que effectivement la santé c'est toujours un peu intime. On mettra toutes les informations en bas de la vidéo pour retrouver le produit, les réseaux sociaux, tout ça. Trop cool. Merci énormément de m'avoir donné l'occasion d'en parler.